Bienvenue sur Projet Libre, le podcast de linuxfr.org qui parle de logiciels libres, de communs numériques et de données ouvertes. Je suis Walid Nou et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très actif ces temps-ci. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous vivez en France ou vous suivez un peu l'actualité française. On va parler de la suite, mais aujourd'hui, on va parler de lasuite.cop. On va vous expliquer juste après, de quoi il s'agit. Et avec moi pour parler de ce sujet passionnant, j'ai deux personnes. Bertie Mazari, qui est cofondatrice et DG de la Suite.cop, et Timothée Gosselin, qui est cofondateur et président du CA de la Suite.cop. Alors tous les deux, bienvenue sur le Projet Libre. J'espère que vous allez bien, malgré cette chaleur un peu étouffante. Yes, salut, merci. Ouais. Bonjour Ali. Un peu chaud, mais très content d'être là. Et très content de vous avoir. On va commencer par vous présenter pour les auditrices et les auditeurs. Qui êtes-vous? Quand est-ce que vous avez découvert le logiciel libre, les communs numériques? Bertie, à toi l'honneur, je te laisse la parole. Merci Walid. Moi, je suis effectivement Bertie Mazari. Originellement, en fait, je suis issue des sciences sociales. C'est-à-dire que j'ai fait des études en études politiques à l'EHESS et j'ai fait un mémoire de recherche sur la démocratie participative, plus sur l'aspect philosophique que pratique. Et à la fin de mon master, j'ai dû faire un stage et du coup, je suis arrivée chez Open Source Politics, une entreprise qui fait de la démocratie participative numérique et qui propose et déploie des plateformes de participation citoyenne basées sur un logiciel libre qui s'appelle Decidim et qui se destine à toute collectivité ou institution souhaitant engager des démarches de participation citoyenne numérique. Moi, mon rôle, initialement, c'était surtout d'accompagner les collectivités et institutions à la co-conception et mise en place de ces démarches. Donc, on parle vraiment de collectivités type Marseille, Lyon ou Toulouse qui souhaitent mettre en place des budgets participatifs ou des assemblées citoyennes. Et il y a aussi le côté institutionnel, comme l'Assemblée nationale, par exemple. Je pense que la loi du plomb peut parler à beaucoup de personnes. Et donc, en fait, la pétition de la loi du plomb se déroulait sur Decidim, donc une plateforme qu'on a déployée au sein d'Open Source Politics. Et en fait, c'était ma première rencontre, du coup, avec le logiciel libre via Decidim et grâce à Open Source Politics. Donc, au début, j'étais assez novice. Je comprenais pas forcément tous les soubassements, comment est-ce que ça s'articulait, toute la communauté en fait qui préexistait au sein de Decidim. Je crois qu'il y a un podcast qui a déjà été tourné avec Valentin Chaput qui raconte l'historique de Decidim. Donc, je vous invite à aller l'écouter parce qu'il est assez riche et assez intéressant sur la manière dont ce commun numérique s'est construit et aussi pérennisé au fil des années de par son indépendance à la municipalité. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait sortir un commun du public pour avoir une communauté et construire au fil des années un logiciel libre et pas seulement open source dépendant de services publics. Donc, ça recoupera pas mal avec ce qu'on veut faire un peu avec la suite. Enfin, ça fera écho avec des enjeux qui se présentent à nous. Et donc, oui, pour revenir sur ma connaissance du logiciel libre, oui, c'est par le biais de Decidim que j'ai appris à le connaître. Et ensuite, on s'est intégré, je me suis intégrée et j'ai commencé à être curieuse sur différents écosystèmes, différents logiciels. On a eu du Metabase, ensuite on a eu du Grist, et maintenant les outils de la suite. Donc j'ai commencé à m'acculturer et à apprendre tout comment est-ce qu'il marchait et ce qui existait. Mais on pourra y revenir plus en détail. Mais je laisse la main à Timothée peut-être. Ouais, juste effectivement, saison 2, épisode 5, l'épisode avec Valentin Chaput d'Open Source Politics pour parler de Decidim. Je voulais certainement dire deux mots à un moment ou un autre, parce que le sujet est sorti quand on a préparé cet épisode. Mais Timothée, à toi la parole. Yes, moi Timothée, en fait moi je fais partie d'une coopérative qui s'appelle Indie Hosters, une des entreprises fondatrices de la Suite.cop, et donc ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans ce milieu du logiciel libre côté hébergement. Donc on fait partie du collectif Chaton et on propose des outils de collaboration en ligne qu'on héberge en mode SaaS. Moi à la base, ce qui m'a un peu amené dans ce monde, j'ai toujours été un peu curieux sur cette notion de partager la connaissance, l'accès à la culture, au savoir devrait être quelque chose d'ouvert. Enfin voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a animé. Et le côté bidouille, j'aime bien aller mettre les mains dedans. Je suis pas tech à la base, moi. J'ai un profil plutôt école de commerce. Mais voilà, j'aimais bien bidouiller, je m'étais installé un Linux, j'avais commencé à déployer un forum pour un projet que j'avais lancé il y a quelques années. Et je suis vraiment rentré dedans, en fait, moi, à la base, comme client d'Indie Hosters. Donc, initialement, j'étais client de ce projet. Et de fil en aiguille, j'ai sympathisé avec Pierre, le fondateur, et je me suis retrouvé à travailler pour Indie Hosters et à faire tourner la boutique depuis un peu plus de 10 ans, comme je disais, toujours avec Pierre, et l'équipe a grossi depuis. Mais voilà, moi, le truc qui m'anime vraiment dans ce truc du logiciel libre, c'est cette possibilité de pouvoir mettre les mains dedans, de pouvoir t'approprier
le projet, le logiciel, le détourner, l'améliorer et ouais, ce truc de pour moi la connaissance en fait elle doit être accessible à tout le monde et point barre quoi. Voilà, c'est ça qui m'anime dans ce monde-là quoi. Très bien. Je vous propose qu'on commence par définir ce qu'est la suite.cop parce que la suite, il y en a plusieurs. Il y a la suite de Aninum, la suite territoriale, la suite.cop pour les gens qui pourraient être un peu perdus avec ces trois noms identiques. De quoi on parle quand on parle de la suite.cop? Bertille, peut-être? Donc la suite.coop, c'est une coopérative d'intérêt collectif. Donc il existe deux modèles prépondérants dans les coopératives, les SCOP et les SCIC, ou SIC. Du coup, nous, c'est une SIC, une coopérative d'intérêt collectif, comme je disais, qui est composée de différents collèges, dont celui des opérateurs de services. Et donc, il réunit plusieurs entreprises, et principalement des coopératives, qui proposent des services autour des outils de la suite de la DINUM. Donc, un des opérateurs de services les plus prépondérants, c'est IndieHosters, qui du coup propose de déployer, héberger et accompagner à la prise en main les outils initialement développés en partie par la direction interministérielle du numérique, donc la DINUM. Je ne sais pas si on entre dans le détail maintenant de la DINUM. Non, on va en parler juste après, mais plutôt si tu peux expliquer de quoi un peu plus en détail le projet et quels sont les services que vous proposez. La suite.coop, donc c'est une suite d'outils, donc d'où le nom La Suite, qui peut évoquer du coup une suite d'outils collaboratifs, mais aussi une volonté de préparer la suite. Donc préparer la suite dans le sens où se rendre plus autonome et indépendant de logiciels propriétaires qui préexistent et qui dominent nos pratiques du quotidien et nos pratiques de travail. Donc en fait, on propose une suite bureautique qui est composée de logiciels open source et libres qui vont de la messagerie à la prise de notes collaborative, au mail, à l'agenda, la visio. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de proposer une suite complète qui permette de se dégafamiser, en fait, donc de rendre possible une alternative aux suites bureautiques de Google et Microsoft, qui sont celles qui sont le plus largement utilisées. À qui ça s'adresse? Vous avez un public cible que vous voulez toucher en premier ou pas? On a différents publics cibles qui sont pas forcément plus prépondérants les uns que les autres. On a les collectivités territoriales qu'on souhaite adresser. Il y en a pas mal qui prennent en ce moment conscience en fait des enjeux de souveraineté et de leur dépendance à certains outils propriétaires et entreprises monopolistiques. Donc il y a les collectivités, les entreprises, mais aussi les associations et les collectifs et toute entreprise issue de l'ESS particulièrement d'abord qui souhaitent changer leur feuille de route du numérique et qu'on peut adresser. Très bien. Ça veut dire que mon club de sport pourrait utiliser ces services, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est l'idée. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu cher pour des petites orgas. Et c'est un peu tout l'enjeu qu'on essaie de développer aussi, c'est trouver des moyens pour qu'on puisse plus mutualiser les ressources. Parce qu'aujourd'hui, on propose des instances dédiées, donc chacun a son nom de domaine, c'est ton espace à toi. Du coup, au moins 10 personnes, parce qu'en dessous, d'un point de vue ressources, en fait, on va déployer beaucoup de ressources pour pas beaucoup de monde, donc ça va prendre l'impact écologique, etc. C'est quand même quelque chose qu'on essaie de prendre en compte. Et l'idée, ouais, c'est de trouver des moyens pour que des assos, des collectifs puissent se regrouper, mutualiser la ressource ensemble et en faire un peu un commun dans le commun d'une certaine façon. Et ouais, l'idée, voilà, c'est plus on va réussir à aussi mobiliser le plus de collectifs et de monde, plus nos coûts vont pouvoir baisser. Et voilà, il y a tout cet enjeu de mutualisation et essayer de faire masse pour que ce soit de plus en plus accessible, quoi. Commençons maintenant, si vous voulez bien, à présenter la suite en elle-même, le projet de la DINUM. Donc là, vous avez commencé à l'expliquer. La suite, c'est donc une suite d'outils qui a été développée par la DINUM. Est-ce que vous pouvez expliquer l'histoire? Enfin, déjà, qu'est-ce que ça couvre au sein de la DINUM? C'est-à-dire, est-ce que le périmètre fonctionnel de la suite de la DINUM, c'est le même que celui que vous avez vous? Ou est-ce que vous avez des briques supplémentaires ou des choses en moins? C'est la première chose. Et puis deuxièmement, est-ce que vous pouvez un peu expliquer l'histoire de la suite de la DINUM et aussi, après on le verra après, voilà, comment est-ce que vous êtes inséré là-dedans? Première chose sur le périmètre peut-être. Aujourd'hui, ouais, la suite.coop, c'est à peu près complètement équivalent à ce que la suite de la DINUM propose. On a juste un petit truc en plus sur les mots de passe et le mail, on n'utilise pas le même outil. En fait, même c'est un peu compliqué parce que tu as la suite de la NCT et tu as la suite de la DINUM. Donc la NCT, c'est pour les collectivités, la DINUM, c'est pour les agents publics. Et même là, ils n'utilisent pas exactement les mêmes outils, notamment sur le mail. Donc là, nous, on est en train de plutôt partir sur la solution qui est la suite de la NCT pour le mail. Mais ouais, globalement, la suite.coop, c'est la suite que les agents publics utilisent. Mais pour tous ceux qui ne sont pas agents publics, on utilise les mêmes outils. Marginalement, on a changé juste la partie mot de passe que je disais. Sur le long terme, on ne se ferme pas la porte de rajouter, nous, des outils qui ne seront pas forcément dans la suite. L'idée, voilà, c'est vraiment de couvrir tous les besoins d'un système d'information pour
une entreprise, une collectivité, comme mentionné Bertie juste avant. Pour faire simple, au début, voilà, c'est vraiment on prend la même, on la déploie, nous, pour le privé et le public qui ne sont pas agents publics. Je pense que même au sein de la suite de la DINUM, ils ont un peu du mal à clarifier exactement leur positionnement. Enfin, là, ils ont clarifié pas mal de choses, mais je pense qu'ils se cherchent encore un peu. Et c'est aussi là que la communauté elle a un rôle à jouer aussi pour définir ensemble qu'est-ce qu'on veut dans cette suite. Et c'est aussi une des ambitions de la DINUM d'en faire un vrai commun, d'avoir des contributions externes, d'avoir toute une communauté qui se saisit de ces outils, y contribue, etc. En tout cas, le périmètre fonctionnel, c'est vraiment sur la collaboration et sortir de Microsoft 365. Ça, c'est l'enjeu principal. Et après, ouais, peut-être pour faire un peu l'historique de la suite, alors de notre point de vue à nous, parce qu'on n'est pas la DINUM, etc., mais comment nous, on l'a perçu et vécu. Pour les détails, il y a le super article de Framasoft, la critique des critiques de la suite, qui reprend notamment l'historique de la suite, mais aussi de tous les projets d'État dans le numérique. Je vous recommande fortement de le lire, parce qu'il est très complet, très détaillé et bien sourcé. Mais en gros, à la suite, ça arrive il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, je crois. En fait, initialement, il y avait un projet qui s'appelait le sac à dos numérique de l'agent public, qui était un petit projet sur le numérique. Et en fait, nous, à ce moment-là, Indie Hosters, on hébergeait ce projet pour la DINUM. On gérait un cluster Kubernetes pour ce projet. Et à un moment donné, donc il y a 3 ans, peut-être 4 ans, il y a donc l'équipe de la suite qui se monte, notamment avec Samuel Pacou. Pareil, qu'on parle très bien sur à la French. Je mettrai le lien dans la transcription, dans tous les Qui cas. raconte aussi un peu toute cette histoire. Ils arrivent avec cette ambition c'est pas vraiment remplacer Microsoft, mais c'est un peu le déshabiller d'une certaine façon et proposer des nouveaux usages aussi. Parce que voilà, ils avaient cette stratégie on va pas se mettre directement en concurrence parce que tu peux pas arriver au niveau d'une suite 365 qui a été vraiment pensée comme totalement intégrée, tellement intégrée que t'es enfermé en fait aussi. Mais du coup, là, ils se sont dit, on va prendre des petites briques et on va les proposer des nouveaux usages. Typiquement, Docs, voilà, tu sors un peu du truc, on va faire du Office en ligne. T'es plus sur de la prise de notes type Notion ou du Pad++, quoi. Gris qui a apporté quelque chose de nouveau par rapport à du Excel. Enfin, t'es plus sur du no-code, low-code, etc. Donc voilà, ils ont pris pas mal de petits usages comme ça et ils se sont dit, on va proposer ces outils. On était un peu là au début parce que du coup, comme je disais, on gérait cet ancien projet et on s'est retrouvé à devoir proposer l'infrastructure pour installer les outils de la suite. Et on a pu discuter aussi au début pour les conseiller aussi un peu sur nous, notre retour en tant qu'hébergeur, qu'est-ce qu'il y avait comme besoin, comme manque dans l'écosystème open source sur ces outils-là, quoi. Et donc voilà, petit à petit, ils ont remplacé, ils ont commencé par reprendre des outils qui fonctionnaient bien comme Grist, redévelopper certaines briques comme Docs ou Visio, tout en s'appuyant encore sur quand même sur des librairies sur des outils existants. Docs en dessous, c'est du Prose Mirror, du Block.Node.js, il y a des librairies qui existaient, donc ils sont appuyés sur des communautés. Pareil pour Visio, ça s'appuie sur LiveKit, et en dessous la brique WebRTC, c'est Pion, c'est des technologies assez modernes. Et donc voilà, ils ont pris un peu différentes briques comme ça pour proposer, comme le dit si bien Samuel dans sa vidéo, et c'est un peu la stratégie tapas. Voilà, il te propose plein de petits plats là pour tes usages et ça a super bien pris. Petit à petit, tu as des dizaines de milliers, puis centaines de milliers d'agents qui se sont mis à utiliser ces outils. Et ils ont amélioré petit à petit le catalogue. Le truc dont j'ai pas parlé, il y a quand même Chap qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Chap, je pense, j'ai pas envie de dire de conneries sur les dates, mais 2019, un truc comme ça, je crois. Enfin, faudra vérifier. Mais Chap était déjà là avant. Donc, Chap, c'est la partie chat, messagerie instantanée qui est basée sur Matrix et un fork du client Element, qui est le plus gros projet au final. Usage par usage, besoin par besoin, ils ont remplacé petit à petit des briques que tu pouvais retrouver dans du Microsoft 365 ou d'autres outils collaboratifs. Je mettrai aussi un lien vers une conférence du FOSDEM où ils expliquent bien les dynamiques de collaboration avec les librairies sous-jacentes, qui étaient sympas. Il y a beaucoup de critiques autour de la suite où on les a beaucoup pointé du doigt de réinventer la roue, de pas s'appuyer sur des projets existants, mais en fait c'est ce qu'ils font finalement. Ils utilisent, c'est comme Samuel l'expliquait, que c'est plus simple parfois de partir sur des blocs bas niveau pour construire ton app plutôt que d'avoir une app totalement finie que tu vas vouloir customiser, tu es obligé de forker, et du coup c'est difficile de reprendre le fil avec le projet initial. Mais voilà, ils essayent de vraiment collaborer avec les communautés existantes et des développements qui ont déjà été faits. Et ce que je voulais dire quand même sur la suite, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un changement de paradigme quand même qui est assez majeur. Moi, je suis fasciné par ce projet. C'est fou ce qui se passe d'un acteur public qui s'est dit, OK, moi, je vais arrêter d'acheter sur étagère. Je vais pas passer par une grosse ESN non plus pour faire mon développement avec tous les travers qu'on peut connaître. Et on va monter les petites équipes ultra agiles et on va faire nous-mêmes en se basant sur les besoins de nos utilisateurs, nos agents. Voilà, avec des équipes produits qui sont à l'écoute des besoins, qui font les développements qu'il faut. Et tu as cet acteur public qui initie et qui contribue à un commun numérique, qui est pas non plus un logiciel métier de l'État, mais qui est un logiciel que tu peux utiliser pour le grand public. Et du coup, tu peux développer une communauté autour de ça.
Et c'est ce qu'on vise et ce qu'on fait avec la suite Pancop. Enfin, c'est de s'intégrer dans cet écosystème et faire vraiment ce dont on parle depuis des années dans le milieu du libre ou des communs, cette idée d'avoir des collaborations publiques-privées communs, quoi. Et là, on touche à ce truc qui est assez incroyable, quoi. C'est aussi la volonté, si j'ai bien compris, de réinternaliser un certain nombre de compétences au sein de l'État. Ça va vers ça. Alors, c'est fragile, hein, cette volonté, hein. C'est compliqué parce que la suite cristallise tellement de débats des deux côtés, de gens comme nous qui sont ultra fascinés et qui veulent complètement jouer le jeu, comme d'autres acteurs qui sont plutôt contre cette idée que l'État puisse être indépendant sur cette partie de développement et d'opérer ses services. Donc ouais, ils naviguent, on est sur un équilibre, on marche sur une petite crête. Et c'est tout l'enjeu sur lequel travaille la DINUM, c'est créer ce commun pour dire aux acteurs privés, en fait, c'est vous de ce travail. Mais oui, il y a cette volonté de pouvoir être plus autonome et je pense que c'est là où je pense que c'est Samuel qui a apporté beaucoup cette vision des petites équipes agiles, beaucoup d'autonomie sur les devs qui sont compétents et les retours avec les utilisateurs et tu arrives à prototyper et mettre en prod des applications assez rapidement, quoi, tout en s'appuyant bien sûr sur des briques existantes sans réinventer complètement la roue. Ok. Et donc vous suivez le projet depuis le départ, et donc vous avez eu des discussions dès le départ sur les volontés de la DINUM et aussi vous en fait depuis le départ vous vous dites ok ça serait vraiment super de s'emparer de ça pour le mettre à disposition du public, c'est ça? Faire un petit peu en arrière sur comment on est arrivé à créer la suite en coop. Donc comme je disais, moi Indie Hoster, ça fait 10 ans qu'on fait staff. Alors en tant que chaton, on est content, mais c'est un peu un projet de tech qui se font plaisir et qui essayent d'aider des collectivités, des collectifs, des assos, des petites entreprises, etc. On fait plutôt bien depuis 10 ans, mais on a toujours un peu cette frustration de rester dans un projet très technique et plutôt sysadmin, donc on n'est pas des devs, donc quand faut débugger là, quand faut faire des améliorations, etc., on est un peu limité. On essaye tant bien que mal, et tout l'enjeu dans notre domaine, c'est aussi l'accompagnement et l'humain. Parce que quand tu parles de migration, quand tu parles de changement d'habitude, ça passe par de la formation, de l'accompagnement, du support, etc. Pareil, on essaie de le faire tant bien que mal, mais on est une petite équipe et on galérait un petit peu. Et du coup, on s'était dit, ok, il faut qu'on arrive à s'associer avec d'autres acteurs qui font ça bien. Du coup, c'est comme ça qu'on a rencontré Gal, qui était aussi chaton, plutôt une boîte de dev, Open Source Politics, dont Bertie fait partie, qui du coup plutôt sur la partie consulting, accompagnement, etc. Et voilà, d'autres entreprises comme Algou qui fait du mail. Et du coup, chacun un peu son expertise. Et l'idée, voilà, c'était plutôt de créer une méga structure, on se fédère entre acteurs et on utilise nos ressources pour proposer un produit ensemble. Donc, il y avait déjà ces réflexions depuis pas mal de temps, et là, tu as la suite qui pop. Et tu as des super outils qui fonctionnent super bien, qui sont modernes, qui nous sortent aussi de cette frustration qu'on avait dans l'open source de OK, le projet open source, mais je dépends toujours d'une entreprise qui détient le projet et celle qui tient la main sur la roadmap. C'est sa survie économique qui va faire un peu la vie du projet. Et même s'il y a plein de boîtes super dans l'open source, voilà, t'es pas dans ce truc de commun, quoi. Donc t'as tous ces éléments qui se croisent et du coup on s'est dit ok, là la ligne elle est tracée, la suite, les outils sont super, on a l'équipe qu'il faut, on va s'appeler la suite.coop et on va prendre ça pour le marché privé et public, enfin en tout cas tous ceux qui sont pas agents publics, et on va le faire en forme de coopérative d'intérêt collectif, parce que voilà, si on a une gouvernance partagée avec nos utilisateurs, nos utilisatrices, tous ceux qui fournissent le service, on fait vraiment un commun. Bertie, je te donne la parole juste avant. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec la manière dont en tout cas moi quand j'ai commencé dans l'open source, on avait beaucoup de projets communautaires avec on appelait ça des SS2I, mais bref, avec des ESN et des gens qui faisaient de la prestation, potentiellement qui payaient des développeurs pour améliorer le système. On n'est plus dans le cas d'un truc communautaire, mais on est dans un cas assez connu d'une entité qui a qui a sa feuille de route et des gens qui s'agrègent autour, et que après on va arriver à un système où on va essayer, on en parlera après, d'avoir une gouvernance partagée, quoi. Voilà. Bertie, je te donne la parole. Ouais, c'était pour aussi compléter le propos de Timothée. En fait, il y a aussi une volonté à travers Point.com, c'est effectivement en fait d'agréger tous ces acteurs qui sont petits pour essayer d'être un petit peu plus gros. Mais il y a cette volonté aussi pour le client final ou utilisateur final ou utilisatrice finale, c'est qu'il n'y ait qu'une seule porte d'entrée. C'est-à-dire que nous, on l'explique comme ça et c'est la vérité de ce qui se passe sous le capot. En fait, c'est l'agrégation de plusieurs collectifs ou entreprises ou coopératives. Mais la volonté qu'on a, c'est que pour les utilisateurs finaux et les clients finaux, il y a un guichet unique en fait par lequel ils passent pour accéder aux différents services de la suite.coop, et que ça puisse aller, en fait, ça puisse
apporter une offre qui est de toute la chaîne alimentaire du numérique, d'une certaine manière, du numérique de bureautique, de collaboration. C'est-à-dire qu'on puisse proposer d'abord une prestation d'évaluation du périmètre de migration, du calendrier de migration au déploiement, à la migration en elle-même, ensuite à la formation, à l'adoption. Et en fait, c'est à la fois de proposer les outils en eux-mêmes, mais aussi tout l'accompagnement qui va avec. Et c'est pour ça qu'on a envie aussi de construire un fort ancrage territorial au contact des clients et clientes, c'est-à-dire avoir une sorte d'essaimage du projet de la suite .coop, où d'autres personnes puissent s'en saisir, d'autres personnes puissent accompagner, former, aider à l'adoption. Parce que ce qui est important aussi derrière ce projet-là, c'est l'humain pour nous, et qu'on ne devienne pas juste une plateforme où on fait clic-bouton et ensuite on se débrouille avec nos outils, mais de conserver quand même un contact prégnant et un service support qui permette l'interaction et favorise le partage de connaissances et de compétences. Ok, je pense que le côté humain, c'est quelque chose d'hyper important. Je dis ça parce que je regardais il y a peu la conférence que tu as donnée, Timothée, Journée du logiciel libre JTLL 2026, où tu disais qu'en fait, l'open source, le logiciel libre, c'était bien, mais c'était en gros un truc, un peu un truc de geek, et ça avait échoué parce que il y avait pas, t'en parleras certainement mieux que moi, mais si je comprends bien, il manquait ce côté humain, quoi. C'était quand même très technique, qu'on n'avait pas ça, si j'ai bien compris ce que Il y a deux aspects, moi, dont je vois dans l'échec, entre guillemets, du logiciel libre. Alors, le logiciel libre a gagné techniquement. Ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. On a partout du logiciel libre. Internet tourne grâce au logiciel libre. Les big tech américaines utilisent le logiciel libre, contribuent au logiciel libre aussi, même si elles captent toute la valeur quand même. Mais techniquement, on a gagné. Et pour moi, ouais, il y a plusieurs échecs. Il y a un échec économique. On n'a pas réussi à mettre des modèles économiques qui font que la valeur, elle est vraiment partagée. Le fameux ruissellement, on peut parler dans plein de domaines. Mais il y a cet échec-là. Et en effet, nous, les libristes, militants et ceux qui font, ouais, on est un peu dans ce monde de techos, entre techos, de mecs, cisgenres, 30, 40, 50 ans. Et on reste dans notre petit monde et notre petit truc à nous et ça ouvre pas vers un plus grand public ou d'autres profils, des communicants, communicantes, des profils, voilà, plus marketing, pas forcément un gros mot, quoi, mais, et accompagnement, ouais. Et je pense que c'est ce qu'a essayé de beaucoup faire Framasoft avec Chaton, de pousser les chatons à ce côté humain. Et pareil, je pense qu'on on n'a pas réussi vraiment. Définir les chatons pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes avec Framasoft sur les 20 ans de Framasoft, s'il te plaît. Donc le Chaton, c'est le collectif des hébergeurs autonomes, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc, en gros, pour la faire rapide, donc Framasoft lance sa campagne Dégooglisons Internet, énorme succès. Plein de gens découvrent qu'il y a des alternatives, mais Framasoft ne veut pas devenir le nouveau point de centralisation des services. Oui, ils se disent on va développer un collectif avec plein d'hébergeurs, de gens qui peuvent héberger des services en ligne pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et il y avait cette idée de justement d'humain, tu peux aller prendre un café avec ton hébergeur, c'était un peu ce qu'on disait au début, quoi. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans, hein, Chaton. Il y a plein de chatons, pareil, c'est un beau succès en soi, mais on est resté encore un peu un projet de tech entre tech. Je pense qu'on n'est pas ultra lisible sur les personnes un peu éloignées de ces questions-là. Enfin, ça fait partie des raisons que nous, on a voulu lancer la suite .coop aussi, je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas lisible, c'est tout ce bordel du logiciel libre. T'as plein de solutions différentes, t'as plein de façons de la faire différentes. Et je pense que voilà, il y a un peu cette volonté d'avoir une marque forte où les gens ils disent ok, c'est ça. Tout en gardant ce côté, on veut pas recentraliser tout le monde, on veut pas créer une méga structure. On va fédérer plein d'acteurs experts dans leur domaine qui derrière opèrent les services. Mais par contre, pour la personne qui utilise les services, t'as la marque, la suite .coop et tu te poses pas de questions, tu sais que ça va être solide derrière. Bertie, combien de temps ça a pris à partir du moment où vous voyez arriver les développements de la suite, combien de temps et quel type de discussion vous avez avec les autres acteurs avec qui vous discutiez déjà pour arriver justement à faire la suite .coop? Quelles sont les étapes par lesquelles vous passez? En fait, on a commencé à voir les outils arriver en 2024, si je me trompe pas, on est en 2026, ouais, il y a à peu près 2 ans, 2 ans, un peu plus même. En fait, il y a 2 parcours un petit peu différents. Il y a le parcours de Indie Hosters qui, eux, ont vu et ont contribué en fait à la conception des outils, notamment des outils Visio et Docs, si c'est bien ça, Tim, avec la Dynum. On a discuté, on leur a donné nos retours d'expérience et je leur ai donné quelques tips sur les librairies notamment, mais notre contribution reste modeste, hein. Et moi, quand j'étais encore chez Open Source Politics, en fait, il y a 2 ans et demi, on nous a fléché,
montrer l'existence de Christ, un logiciel qui est à la croisée des chemins entre Excel et Airtable et qui permet de faire des petites applications no-code et low-code. Et nous, on en avait besoin dans le cadre de participation citoyenne pour faciliter le traitement de données par les agents publics, surtout sur le périmètre de la démocratie participative. Et en fait, ça a bien pris et on a vu la pertinence de cet outil et de quelle manière est-ce que ça pouvait vraiment simplifier la vie et beaucoup de temps d'agents publics qui parfois étaient encore sur des fichiers Excel qui se partageaient V1, V2, V15, version finale 1, version finale 2, 3. Du coup, on a compris le décalage entre parfois des pratiques de collaboration qui pouvaient exister dans le privé et là, dans le public, ce qu'on voyait, l'état de fait, on se disait que Chris était une très bonne nouvelle et que finalement les autres outils de la suite qui étaient proposés par la suite de l'Athénum étaient aussi assez intéressants. Décembre 2024, il me semble, on était à un événement encore sur Paris et on se disait on voit tout à fait la pertinence des outils, ils sont super chouettes, on a quelque chose à faire. C'est vraiment ouais, je crois que c'était novembre-décembre 2024. Du coup là, c'est plus côté Indie Hosters qu'ils ont commencé à activer aussi le réseau qu'ils avaient, donc notamment YAL, donc la coopérative de développeurs et développeuses qui est basée à Bordeaux, et Galae pour le mail. Et en fait, nous, ce qu'on voyait, c'était un petit peu dans la manière dont Tim le racontait juste avant, c'était le fait, le projet Chaton, par exemple, c'était un peu du tech entre tech et qui n'avait pas forcément dépassé ce public-là. Et avec des profils comme des personnes issues de Open Source Politics, donc tels que moi, mais il y en a aussi d'autres. Nous, on utilisait des logiciels libres et on défendait leur utilisation. On mettait plus la pratique en exergue et l'accompagnement et le conseil qu'on pouvait y apposer. Et donc, en fait, c'était un petit peu la complémentarité qui était nécessaire entre, OK, on a toutes les boîtes et les compétences techniques, mais comment est-ce qu'on arrive à y agréger aussi des regards un petit peu moins techniques pour faire dépasser les outils de la suite de juste l'entre-soi de Libriste et de l'écosystème, qui est très chouette, hein, mais qui n'est pas suffisant en fait pour atteindre d'autres strates de la population. Ça, c'était en décembre 2024. En mars 2025, on se réunit dans une campagne lyonnaise. Je ne sais plus où c'était, mais Tim sait parce que c'était vers chez lui. Et donc là, on a notre première réunion où on se dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose. Donc commencer et lancer la marque, la suite.coop, où on a défini un petit peu quelle était notre offre de service, quels étaient nos tarifs, comment est-ce qu'on allait se structurer pour pouvoir articuler aussi un petit peu toutes les entreprises qui allaient proposer les prestations derrière notre offre. Ça débute comme ça en mars et puis on a fait beaucoup d'itérations quand même. C'est-à-dire que pendant 1 an, on a révisé régulièrement notre offre tarifaire principalement, mais aussi de produits. C'est-à-dire que la Dinum continuait à développer, à renforcer et rendre plus mature leurs produits. Nous, au début, on avait mis plein d'outils, donc il y avait ceux de la Dinum, mais on en avait mis aussi plein d'autres à disposition. Puis on a fait marche arrière en se disant que notre offre n'était pas lisible. Donc bref, c'est plein d'itérations pendant 1 an. Et là, on peut dire que depuis début 2026, on a une offre stabilisée, à la fois produit et tarifaire. Sur les personnes qui prennent part, ça aussi, ça a fait un petit peu de chemin. Donc, je vais vous parler pas mal de mon côté de Open Source Politics. Open Source Politics a été racheté par une entreprise qui s'appelle Covocal et qui a racheté seulement le périmètre de la démocratie participative numérique. Donc, les personnes qui contribuaient à la suite.coop par le biais d'Open Source Politics vont pouvoir continuer à le faire, mais directement, sans passer par Open Source Politics, parce que cette aventure est finie de ce côté-là. Donc, on intègre progressivement le projet de la suite.coop à part entière. Et là, on vient de déposer les statuts, donc en quel mois? En juin. Donc, ça nous a pris 1 an et demi, voire 2 ans à faire tout ce cheminement entre les premières réunions, à lancer la marque, lancer l'offre de services et là, avoir la structure juridique qui puisse nous permettre de lancer réellement le projet et le pérenniser sur les années à venir. Timothée, est-ce que tu as des choses à rajouter? La marque, comme disait Bertie, elle est lancée depuis un petit moment déjà, portée par Indie Hosters, la coopérative, la SCOP. Mais ouais, c'était plein d'itérations. Faire du collectif, ça prend du temps. On le sait tous, mais on va plus vite tout seul, mais on va plus loin à plusieurs. On connaît tous cette phrase. Ouais, le petit truc que je trouve intéressant ou qui est notable dans nos communautés, c'est, je sais pas, on a un peu ce truc d'humilité ou de peur on veut bien faire. Et on a cette crainte, tu vois, nous, de vouloir trop prendre de place. On a toujours essayé d'être prudent sur, faut bien mobiliser plusieurs personnes,
Indie Hosters, nous, on voulait pas prendre trop de place parce que c'est un projet qu'on a en tête depuis longtemps, mais on veut que les autres s'en saisissent, etc. Et du coup, tu navigues toujours sur ce truc entre, faut que chacun puisse vraiment avoir sa place, faut pas trop prendre le lead, etc. Et voilà, toute cette dynamique de faire collectif, c'est un travail énorme. On est accompagné pour ce genre de choses. Prendre de l'accompagnement dans les collectifs, c'est quelque chose de très important. Voilà, on a pas mal navigué entre on part complètement d'une feuille blanche, on repart de l'historique d'Indie Hosters, on itère dessus. À un moment donné, il était question que ce soit Indie Hosters qui devienne la nouvelle coopérative. Finalement, on a créé une nouvelle entreprise. Et on porte encore cette crainte de vouloir prendre toute la place. Alors, la place, elle est énorme. De là qu'on prenne toute la place, on a du chemin. On navigue entre... le but, c'est de décafamiser tout le monde, en fait, quoi. Et en même temps, ne pas centraliser et faire qu'il y ait plein d'acteurs qui puissent... être payés pour leur travail, parce que c'est aussi le projet qu'on porte, c'est que les gens qui travaillent là-dessus, ils soient payés dignement et que voilà, que tout le monde puisse travailler sur le logiciel libre. Mais ouais, c'est ce truc qui est fascinant dans nos collectifs, quoi, de naviguer, à faire ensemble, et on n'est pas des startups, on veut pas aller méga vite, et le but c'est pas de faire un exit à plusieurs milliards, quoi. Donc voilà, on navigue dans cet équilibre des communs, quoi, j'ai envie de dire, ouais. Bon, attends, j'ai plein de questions dans tout ce que tu as dit, alors je vais essayer de les poser au fur et à mesure. La première, peut-être Bertie, est-ce que le choix de la structure comme une SKIC était un choix qui a été discuté ou est-ce que c'était une évidence? Alors ça, je te propose de la rediriger à Timothée, cette question. Ok, Timothée alors. Ça, on l'a posé direct, ouais. Indie Hosters, en tout cas. En fait, nous, Indie Hosters, on a tout testé. À la base, c'est un projet d'auto-entrepreneur. Pierre et moi en auto-entrepreneur. Ensuite, on est passé en coopérative d'activité d'emploi. Moi, j'étais chez Oxalis à l'époque parce que on commençait à avoir des charges et tout, et il fallait un peu sécuriser notre statut. Je suis passé en CAE. C'était à peu près au même moment, on avait gagné un gros marché public. Enfin, là, il fallait qu'on se sécurise. Ensuite, on est passé en association commerciale, soumis à la TVA. Voilà, on aimait bien ce modèle de l'association qui est ultra simple. Tu peux écrire un peu ce que tu veux dans tes statuts et tu fonctionnes quand même comme une entreprise. Et là, on a commencé à ce moment-là à grossir un peu aussi. Donc ça, c'est à peu près, c'est un peu avant le Covid et post-Covid, l'équipe grossit. On passe une étape, on peut dire que c'est la V2 d'Indie Hosters post-Covid. C'est là qu'on revoit aussi notre offre, etc. Mais du coup, là, on est une asso, mais pas employeuse, parce qu'on s'est dit, c'est l'ingénierie du travail, on va la mettre dans des coopératives d'activité d'emploi, pour encourager les gens à faire partie de ça. Sauf que c'était un peu compliqué de faire double collectif. T'es dans le collectif de ta CAE, t'es dans le collectif de ton asso. Donc là, on s'est dit, OK, on va devenir une coopérative, une SCOP. Notre projet, c'est que les salariés détiennent leur outil de travail. On fonctionnait déjà comme ça dans l'asso, ultra horizontal, voilà, tout le monde a voix au chapitre. On fait partie aussi d'un réseau qui s'appelle Libre Entreprise, donc on porte des valeurs comme le salaire unique, par exemple. Libre Entreprise, pour info, c'est des entreprises qui appliquent les valeurs du logiciel libre à l'entreprise. Donc cette idée d'horizontalité, de pouvoir aux travailleurs, le salaire unique, ce genre de choses. Une taille limitée aussi dans l'entreprise. Je crois que c'est 30 salariés ou un truc comme ça. Qui disent qu'au-dessus, tu changes de dynamique, ce que je crois aussi. On est parti donc d'un projet vraiment technicien, de gens là qui se font plaisir, donc en mode auto-entrepreneur. Après, ça devient un peu plus sérieux, CAE. Ok, maintenant on est plus nombreux, on crée une asso, puis on devient une scope parce que en fait c'est un projet de travailleurs qui détiennent leur outil de travail. Et il nous manquait ce truc, maintenant qu'est-ce qu'on fait de nos clients qu'on appelle des contributeurs et contributrices chez Indie Hosters? Si on veut justement les amener dans cette dynamique de on fait du commun, vous contribuez à ce commun, en fait il faut que ce soit une SIC, parce que comme ça tu peux intégrer dans ta gouvernance toutes tes parties prenantes, dont les utilisateurs et utilisatrices finaux. Et donc c'est un peu la suite logique de tout ce processus de notre histoire. Et là, on veut vraiment faire un commun, donc on ouvre la gouvernance à tous les parties prenantes. C'est le truc de base qu'on a posé sur la table, c'est la suite.coop, ce sera une SIC et on l'a fait ensemble. Sur ces aspects de SKIC, je vous renvoie vers l'épisode 4 de la saison 1 avec Florent Cailleret de Common. Ouais. On en parle pas mal aussi. Qui sont dans le conseil d'administration de la suite.coop d'ailleurs. Donc on essaye de s'inspirer de ceux qui ont déjà fait. Bonjour à eux. Alors, deuxième question. De ce que je comprends des discussions et de ce que j'ai pu écouter avant dans d'autres conférences, il y a aussi l'idée, c'est de chercher à ce que le modèle que vous êtes en train de mettre en place, il soit reproductible, si j'ai bien compris, quoi. Bertie, est-ce que tu veux en dire deux mots? Enfin, le but, c'est pas de grossir énormément. Le but, c'est plutôt d'avoir un modèle reproductible, un peu comme les chatons, finalement, quoi. Ouais. Alors, le but, dans le très court terme, c'est un tout petit peu de grossir quand même, dans le sens de pouvoir embaucher quelques personnes pour pouvoir pérenniser en fait le projet et continuer des développements, effectuer surtout les développements qui sont nécessaires à la progression de l'offre qu'on veut proposer sur le marché.
Par contre, effectivement, on n'a pas cette volonté de surcroissance, on n'a pas enfin même de croissance, enfin, on a une volonté de rentabilité, mais pas forcément de croissance pour de la croissance et on nous pose aussi beaucoup la question de, «Mais est-ce que vous adressez d'autres pays, européens? Parce que ça pourrait faire sens» et en fait, notre réponse, elle est, pour l'instant, non, mais bon, si, il y a des Luxembourgeois ou des Belges qui en ont besoin dans la semaine, bon, on peut faire quelque chose. Mais que la volonté, c'est surtout de créer, en fait, une sorte de double communauté. En fait, c'est une sorte de commun au carré, à la fois, le commun qui réside dans les produits, dans les logiciels et donc d'essayer de construire une communauté, de développeurs, développeuses produits, enfin de contributeurs et contributrices aux logiciels pour pouvoir, les pérenniser et les stabiliser, dans le temps. Animer une vie, aussi autour de ces logiciels-là. Et il y a une deuxième communauté, en fait, qui peut préexister, qui est la commune enfin, le commun, qui est la coopérative et donc du coup que, ce modèle ne soit pas exclusivement le nôtre, mais que d'autres puissent y contribuer à la fois par une gouvernance qui est partagée et démocratique, mais aussi qu'ils puissent s'emparer de ce qu'on a essayé de construire en France, mais pas seulement en France, enfin, en France, dans le sens où ils peuvent le répliquer dans d'autres pays en Europe ou ailleurs, mais aussi sur le territoire français. On n'est pas les seuls à pouvoir et vouloir déployer cette suite et on est volontiers ouvert à le faire et permettre sa réplication dans d'autres territoires français. Pour l'instant, on ne couvre pas tout, ni tous les publics, ni tous les territoires. Donc on est très ouvert et même impatient d'avoir d'autres personnes qui puissent nous rejoindre et à qui on puisse faire quelques recommandations des petites avancées qu'on a pu à voir ces derniers mois. Mais ouais, c'est comment est-ce que donc là, ça va être les prochaines étapes, pas pour tout de suite, mais d'ici, 2027, ça va être comment est-ce qu'on arrive à open sourcer, en fait, complètement notre modèle coopératif et la manière dont on s'est construit, pour créer aussi une fédération, une communauté, qui si en Espagne, si en Allemagne ou si en Bretagne, il veut y avoir des gens qui veulent, mettre à disposition ces services, ces outils, de la même manière qu'on l'a fait, qu'on puisse les accompagner et que la documentation soit accessible. Je reviens sur quelque chose que tu as dit, Timothée, tout à l'heure. Je sais pas lequel des 2 voudra répondre, mais tu as parlé d'accompagnement et tu as dit que vous êtes fait accompagner. Ouais. Ça m'intéresse. Est-ce que quelqu'un peut en dire 2 mots? Indie Hosters, nous, on s'était déjà, ça fait il y a déjà quelques années, même quand on était que 4, on avait des personnes qui étaient experts dans l'intelligence collective ou les collectifs, etc., qui nous accompagnaient. Donc, c'était Cécile, en l'occurrence. Nous, on est tous en full remote. On se voit pas souvent. On fait 2 camps dans l'année. On se voit au moins une semaine. Voilà, on loue un gîte et on travaille ensemble, quoi. Et du coup, pendant ces temps-là, on se faisait accompagner par quelqu'un, ce qui nous a permis d'apprendre plein de techniques, etc., de faire collectif. Et après, sur la suite Coop, une partie qu'on n'a pas parlé, mais on fait une campagne de levée de fonds, de mobilisation, mais en tout cas, d'ouverture du sociétariat. On y reviendra après. Voilà, mais en tout cas, sur cette partie-là, on se fait aussi accompagner. Et il y a une partie aussi de l'accompagnement qui est de faire collectif avec toutes ces boîtes-là qui apprennent à travailler ensemble. Je suis pas mal ce que fait l'Université du Nou, ce genre de trucs, et ils ont plein de méthodes qu'on peut appliquer. Et voilà, on a sollicité ce genre d'accompagnement, notamment. C'est important de pouvoir un peu prendre de la hauteur, quand tu es dans la tête dans le guidon toi-même, même si tu as un petit collectif, en fait, pour tes temps en groupe, c'est mieux d'avoir quelqu'un extérieur qui t'aide au début et après qui te donne les bons outils pour que tu puisses être autonome, quoi. Si je puis compléter, c'est qu'on en est quand même aux prémices de la structuration de toutes ces entreprises et de toutes ces nouvelles personnes en fait qui sont amenées à travailler ensemble. Donc Indie Hosters avait déjà fait ce travail préalable. Certaines personnes d'Open Source Politics, on connaissait déjà un petit peu Indie Hosters, mais c'est aussi une nouvelle manière de travailler ensemble. YAL, on les découvre aussi depuis un an. Donc on a encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup d'accompagnement à solliciter, mais aussi il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont déjà vécu ce genre de choses, de fédération un petit peu d'entreprises qui doivent porter un projet ensemble et le co-construire. Ben, on est preneurs et preneuses de vos retours d'expérience, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et peut-être, moi, je voulais juste revenir sur ta question d'avant. Moi, c'est un truc qui me travaille beaucoup, cette idée de comment on peut répliquer notre modèle. Et comme je disais avant, ouais, tu as toujours cette tension entre aujourd'hui, il nous faut quelque chose qui soit vraiment visible par le grand public. Parce qu'entre nous, quand on est sensibilisé à ces questions, on va trouver les solutions, etc. Et on va trouver les bons prestataires, ou on va faire nous-mêmes. Mais voilà, on a besoin d'un truc qui, malheureusement, d'une certaine façon, prend la lumière, porte un mouvement plus global. Et ouais, alors comment on va réussir après à ne pas continuer à tout centraliser chez nous et réussir à décentraliser ce truc-là? Je suis curieux de voir comment ça va se passer. Moi, j'ai quelques idées. Ouais, ça peut être par territoire, ça peut être par thématique.
Ça peut être par question technique, tu vois, les experts du stockage, les experts des infras, les experts de machin. Et on fait des petits groupes comme ça, ou ouais, par territoire, ou ceux qui sont dans la santé, ceux qui sont plus asso machin truc, ou ceux qui travaillent avec les coopératives CAE, les tiers-lieux. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de façons dont on peut penser ce maillage et faire fédération, quoi, d'une certaine façon. Il faut trouver cet équilibre entre être le plus visible possible et à la fois ne pas tomber dans le travers de créer un nouveau gros truc, même si on en est tellement loin de toute façon. Et le marché est tellement énorme. Enfin, aujourd'hui, si on veut piquer des parts de marché à Microsoft, faut qu'on arrive à porter un truc ensemble et on en est loin. Il y a du chemin, mais on y arrive petit à petit. Et là, en tout cas, les signaux sont ultra positifs pour avancer, quoi. Ok, je vais revenir sur l'histoire du financement, mais avant, à chaque fois, je trouve ça hyper marrant parce que vous parlez que de Microsoft. Moi, je bosse en startup. Microsoft, ça n'existe pas, c'est Google, Oui, quoi. ouais, enfin, Donc, ça me fait toujours hyper marrer d'entendre les gens qui parlent de Microsoft, parce que dans notre quotidien à nous, Microsoft, c'est pas lui le problème, c'est Google. Mais ouais, bon, je bref. pense que c'est Bertie qui a transpiré sur moi avec ses collectivités. Collectivité, Microsoft, est très présent. Ouais, c'est clair. Mais en fait, c'est assez intéressant parce que Microsoft, on n'en parle jamais, mais toutes les collectivités, enfin toutes, je sais pas, mais une très très grosse partie des collectivités françaises sont sur Microsoft. Bah oui, Donc c'est en fait, historique. bah c'est ça. Et quand on va dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, en fait, on est gangréné par Microsoft. Et effectivement, dans les entreprises, c'est Google. Mais du coup, ce qui est aussi très intéressant, c'est on en parlait dans une réflexion pour une vidéo de campagne, c'est Microsoft, en fait, ils sont pas qualifiés de méchants pour le grand public. C'est-à-dire, on sait que OpenAI, c'est pas bien, que Google, c'est pas bien, que Apple, c'est pas ouf. Mais Microsoft, en fait, ils sont tellement discrets qu'on arrive à les oublier comme un problème qui est aussi prégnant et aussi important que Google, quoi. Bah, ils ont de l'expérience, hein. Et ouais. Comparé aux autres, ils en ont vécu d'autres, hein. Les procès, les machins bidules, ils ont appris, quoi. Ok, très intéressant. Je reviens toujours là-dessus, mais moi, mon club de sport qui veut se passer de Google, à l'heure actuelle, c'est vraiment compliqué. Les outils de Frama, ça le fait pas. Quand tu as un budget hyper réduit, ton offre, elle est vraiment limitée, quoi. Ouais. Et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est un vrai problème, quoi. Je me suis dit, ok, bah, qu'est-ce que je fais? Et en fait, avec un budget très, très contraint, bah, c'est pas magique, quoi. T'as pas grand-chose pour sortir de Google, à part Google, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ils ont été très forts là-dessus. Enfin, alors même si maintenant c'est devenu payant, je crois, pour les assos Google, mais oui, enfin, voilà, tout le monde a été arrosé en mode gratos et ils gagnent de l'argent à côté avec comment ils exploitent tes données et tout ça, quoi. Mais oui, ouais, enfin, du coup, c'est ultra dur de proposer quelque chose contre ça, sachant que là, nous, on a des vrais coûts, quoi. Et l'idée, c'est que tout le monde soit bien rémunéré, enfin, rémunéré justement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de passer à l'échelle aussi. Si on n'arrive pas à avoir un certain volume, en fait, nous, nos coûts seront forcément trop importants pour pouvoir proposer des prix plus accessibles à ceux qui ont moins les moyens. Après, Framasoft fait quand même un super taf là-dessus. Nous, on discute beaucoup avec Frama, enfin, on se connaît depuis des années et très, très, très proches. Ils sont en train de réfléchir à proposer les outils de la suite d'ailleurs. Mais voilà, on essaie de trouver un équilibre aussi entre ce que peut proposer Frama, ce que pourrait proposer la suite.coop, et avoir une offre un peu cohérente entre le full gratuit mais service minimum. La suite.coop, tu as un service plus pro, quoi, entre guillemets. En tout cas, on est payé à régler vos problèmes, quoi. On a des horaires de travail qui sont respectés, quoi. Pour moi, c'est la mutualisation qui va régler tout ça. Plus on va réussir à mutualiser nos services, plus on va pouvoir baisser les coûts. Et là, on pourra rendre plus accessibles les services à des acteurs qui n'ont vraiment pas les moyens. Et de toute façon, oui, c'est normal, une asso de sport, elle va pas mettre des milliers d'euros dans leur outillage, quoi. Enfin, ça dépend des assos, il y en a qui sont ultra professionnels aussi. Mais ouais, en tout cas, la mutualisation, ça va être la clé du truc. Et tant qu'on n'aura pas passé une certaine masse, on ne pourra pas, hein, de toute façon. Ok, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous êtes en train de construire et surtout comment vous allez financer tout ça. Donc là, vous construisez une SKIC. À qui et comment vous ouvrez justement les contributions des personnes autres que les personnes impliquées depuis le départ? Bertie? Une coopérative d'intérêt collectif permet d'avoir différents collèges qui la composent. Donc, nous, on a 5 collèges différents qui composent la SIC, qui sont les salariés, les opérateurs de services, donc les entreprises qui vont fournir un service dans le cadre, une prestation dans le cadre de la suite.coop, les clients, en fait, les bénéficiaires individuels, donc les clients finaux. On va aussi avoir une autre typologie de clients qui sont les bénéficiaires collectifs, donc ça peut être une collectivité, ça peut être une entreprise.
Et enfin, on a un 5e collège qui est celui des soutiens, qui ne sont pas forcément clients des prestations que l'on peut mettre à disposition, mais qui veulent prendre part au projet coopératif et intégrer la gouvernance et les prises de décision. Chacun de ces collèges est composé, lui est attribué une pondération en fait pour le vote final. Donc un vote doit être à 100%, et en fait chaque collège lui était attribué une part en fait de pourcentage sur le processus décisionnel final. Donc les salariés ils sont, il me semble, à 30%. Les opérateurs de services sont à 20%. Les clients, que ce soit groupe, enfin collectif ou unitaire, sont à 20% également. Et les soutiens, qui ne sont pas forcément clients mais qui souhaitent prendre part à la vie coopérative, représentent 10%. Sachant que c'est les collèges, mais au sein de chacun de ces collèges, il peut y avoir des entités morales ou des particuliers qui y prennent part. Et chaque personne, enfin donc chaque entité, égale une voix. En fait, dans une coopérative, pour pouvoir y rentrer, on a besoin d'acheter des parts sociales. Donc chez nous, une part sociale est égale à 100 euros. Donc même si une personne décide d'acheter plusieurs parts sociales, elle n'aura qu'un seul droit de vote, dans le sens où une personne égale une voix, indépendamment du nombre de parts dont vous êtes détenteur ou détentrice. Et en fait, du coup, comme on le disait précédemment, nous, on a déposé nos statuts la semaine dernière, donc courant juin, et on va ouvrir notre sociétariat tout début juillet normalement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va proposer à des personnes, à des entreprises, à des collectivités, à toute entité morale ou particulière qui le désire, de prendre part à la coopérative en achetant des parts sociales. On a pris cette décision il y a 8 mois maintenant, je pense que c'était fin d'année 2025, où en fait on s'est dit qu'on allait avoir quand même une volonté de faire coopérative ensemble, donc vraiment d'avoir un socle de personnes qui y prennent part, qui soit assez conséquent pour dépasser l'entre-soi qu'on connaissait déjà. Et donc du coup vraiment construire une feuille de route avec les différentes parties prenantes qui vont être les utilisateurs finaux et aussi veulent contribuer à ce type de projet. Donc pour ça, on se fait accompagner aussi dans toute cette campagne, en fait, parce que pour solliciter des nouvelles personnes, aller au-delà de nos cercles que l'on connaît déjà, bah, il faut faire de la mobilisation, en fait, adresser différents discours selon la typologie des cercles que l'on souhaite solliciter et mobiliser, simplifier et vulgariser un petit peu notre discours, parce qu'on parle en général aussi, encore une fois, un entre-soi. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait dépasser la connaissance et la sensibilisation qu'on a sur ces enjeux-là au-delà des cercles qui tournent autour du numérique et surtout des logiciels libres ou des coopératives, pour adresser des publics moins avertis, mais qui pour autant ont tout à fait une légitimité, aussi un intérêt à prendre part à ce type d'initiative. Donc depuis janvier, on se fait accompagner par Clément Perrault, qui a une longue expérience de mobilisation citoyenne et aussi de levée de fonds pour des coopératives. Donc il a accompagné 2 ou 3 coopératives dans le cadre de leur levée de fonds. Donc quand on parle de levée de fonds, c'est vraiment mobilisation pour aller chercher de nouvelles personnes dans le sociétariat. Donc ça a été plusieurs étapes. D'abord, c'est définir un petit peu quels sont nos différents paliers. Donc quel est notre objectif final financier pour la première campagne de mobilisation, sachant que le sociétariat restera ouvert ad vitam aeternam, hein. C'est juste qu'il y a des phases plus ou moins actives où on fait part, en termes de communication, en fait, de l'ouverture de notre sociétariat. Donc nous, on a un objectif qui est autour de 500 000 euros, voire 1 million d'euros pour cette première campagne. Donc on a dû aussi définir tous les paliers qui allaient nous permettre d'atteindre cet objectif-là et qu'ils comprenaient, c'est-à-dire qu'à partir de 250 000 euros, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de 500 000 euros, qu'est-ce qu'on va faire? 750 000 euros. Donc ça, on pourra y revenir aussi un petit peu en détail juste après. Et en fait, du coup, on a défini, oui, ces paliers-là. On a aussi essayé de définir une stratégie un petit peu plus globale, en fait, que juste la bureautique. Parce qu'en fait, Clément, qui nous accompagnait, disait, bah, c'est super intéressant ce que vous faites avec la bureautique, mais je comprends pas pourquoi est-ce que vous faites pas aussi les réseaux sociaux et pourquoi est-ce que vous faites pas aussi les moyens de paiement. En fait, on lui a dit, bah, parce que déjà, on sait pas faire. Nous, ce qu'on sait faire, c'est ça, c'est de la bureautique, des suites de logiciels pour de la collaboration. Et surtout qu'il y a d'autres personnes et d'autres acteurs qui s'attellent déjà à ces enjeux-là. Mais ça nous a quand même fait un petit peu réfléchir.
et maturer sur ce qu'on veut porter avec la suite .coop. Là où on en est actuellement, c'est le fait de se dire que la suite .coop, c'est un vecteur qui va permettre d'initier un mouvement de mobilisation plus large de dégafamisation de notre numérique. Nous, on sait faire la première brique de suite collaborative, de bureautique. On est prêt, les produits sont matures. Par contre, avec plaisir et avec grande envie aussi, d'essayer d'aller au-delà de la bureautique pour venir dépasser juste ce produit-là. Donc dans le sens où on a envie de faire dialoguer différentes typologies de personnes et différents acteurs et entreprises qui réfléchissent à ces enjeux-là et à s'organiser ensemble pour définir une stratégie qui va nous permettre de sortir des GAFAM à différentes échelles. Donc on a organisé un premier atelier en février-mars qui réunissait différents acteurs et actrices du logiciel libre, mais aussi des chercheurs et des chercheuses qui portent ces réflexions depuis plusieurs années. Il y avait notamment David Chavalarias qui avait porté Eloquitix pour leur partager notre idée et notre volonté de faire commun, d'ouvrir notre sociétariat, mais aussi de porter et d'initier un mouvement plus large. Ce qu'il s'en était conclu, c'était le fait qu'on n'allait pas réinventer la roue, qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient au préalable et que c'était surtout le fait de mettre en commun et de fédérer les différents acteurs pour avoir une feuille de route commune qui allait être nécessaire dans les prochains mois pour pouvoir se mettre en action. Il y a une deuxième étape qu'on a faite aussi dans le cadre de cette mobilisation, c'est aussi se poser la question de comment est-ce qu'on a atteint un public plus large. Donc là, on s'est fait aussi accompagner par une autre personne qui s'appelle Léa Garçon, qui a accompagné d'autres coopératives comme Coop Média et qui travaille actuellement par exemple avec les licornes et qui est engagée en fait dans des mouvements de notre modèle économique pour une économie plus intéressante et moins axée sur la croissance. Et par contre, elle a tout un maillage et un réseau d'influenceurs et influenceuses engagés. Et donc, en fait, on a organisé un deuxième temps d'échange, cette fois-ci croisant les personnes de la suite.coop, des chercheurs et chercheuses, mais aussi des influenceurs et influenceuses. On a organisé une table ronde et on a aussi fait un temps d'atelier, une après-midi d'atelier sur comment est-ce que vous êtes sensibilisé par ce sujet? Quel est votre niveau de connaissance? Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser vos communautés? Et surtout, comment est-ce qu'on arriverait à mettre en branle une partie vraiment plus large de la société civile pour être alerte sur ces sujets et surtout y participer à ce mouvement de transition en fait de notre numérique du quotidien. Donc ça, c'était assez intéressant parce que finalement, ils avaient beaucoup d'idées, ils étaient alertes sur ces sujets, mais n'avaient pas forcément conscience de toutes les implications et imbrications que ça nécessitait. Et ils sont arrivés avec beaucoup de pistes en fait et d'idées sur comment est-ce qu'on allait pouvoir les solliciter et transformer cette dynamique d'engagement qu'on connaît sur les réseaux sociaux type Instagram, mais justement pour sortir de ces réseaux sociaux. Donc c'était assez chouette. Donc du coup, ça nous a beaucoup nourri tout ça et ça a fait écho aussi à beaucoup de réflexions qu'on avait mais qu'on n'arrivait pas forcément à activer. Et pour revenir sur la campagne de sociétariat en elle-même, on est actuellement aux prémices de l'ouverture vraiment grand public. Donc, on a activé nos premiers cercles, on a activé les préinscriptions aussi au sociétariat. On est à plus de 850 personnes qui sont préinscrites. Donc ça, on est très contents et très contentes. On aimerait en avoir plus. Donc c'est aussi ce qu'on prépare dans la campagne plus large, où là, on va avoir des communiqués de presse pour partager l'information aux différents journalistes et médias, mais aussi toucher le grand public, à la fois parce qu'on a envie qu'ils prennent part à notre vie coopérative, mais aussi pour les sensibiliser, leur montrer que des alternatives existent. Et donc là, pour ça, on a une vidéo de campagne qui est dans les bacs, qui a été tournée il y a quelques jours et qui va sortir dans quelques jours, on espère. Et pour la temporalité, on va se lancer courant juillet, enfin tout début juillet. On n'a pas encore décidé jusqu'à quand est-ce que la phase vraiment de communication active allait durer. Mais comme je disais précédemment, le sociétariat est toujours ouvert. Donc, même si vous nous écoutez en 2027, il n'y a pas de campagne active, vous pouvez rejoindre le sociétariat et prendre des parts pour prendre part à la vie coopérative. C'est vraiment intéressant ce côté, comment on sort de notre cercle et avec qui on va se faire accompagner pour ça. Ouais. Comment construire un imaginaire, un récit positif autour de tout ça aussi. Je pense que c'est Jean de Framasoft qui en parlait bien, de dire faut qu'on construise quelque chose de positif qui donne envie aux gens aussi et pas juste leur dire oulala, les GAFAM c'est mal et tout quoi. Enfin, il y a tout quelque chose à faire.
Et donc typiquement là, ces influenceurs et influenceuses, eux, c'est quoi leur domaine par exemple, si tu as quelques exemples, juste que je me figure un peu, pas forcément les noms, mais plutôt sur quoi ils parlent habituellement. Il y a des comptes qui dénoncent les influences, les types d'influences frauduleuses ou qui font comment ça s'appelle, du dropshipping et autres. Donc des comportements peu acceptables selon nous. La majeure partie, c'est pour le climat. Donc pour proposer des alternatives à la fois de consommation, mais aussi il y en a qui se spécialisent dans l'agriculture. Il y a 2 agricultures, je crois qu'on a rencontré agricultrices pardon, qu'on a rencontrées. Il y a des humoristes aussi qui, eux, commentent et réagissent à l'actualité dans un courant plutôt alternatif, de gauche. Ouais, voilà, c'est un petit. En fait, ils font tous un petit peu partie. Ils se connaissent à peu près tous, hein, pas vraiment tous, mais ils font tous un petit peu partie de ces influenceurs et influenceuses qui proposent une autre consommation des réseaux sociaux et qui souhaitent mettre en avant des alternatives qui existent et profiter de leur notoriété pour faire avancer des causes et des projets qui leur tiennent à cœur. Timothée, est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce qu'on passe à la dernière partie? Notre enjeu, nous, c'est d'accélérer notre. Enfin voilà, on fait déjà ça depuis longtemps. On grossit de façon très 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 organique, ce qui est cool aussi. Hein. Mais vraiment, si on veut passer ce cap, il faut qu'on soit plus nombreux, plus nombreuses, qu'on ait plus de moyens pour toucher un public plus large en fait. C'est vraiment tout l'enjeu, quoi. C'est sortir de nos silos. Et c'est pour ça que plus on aura de sociétaires et plus de gens au sociétariat, plus on sera crédible aussi. Et un des enjeux aussi dont on n'a pas trop parlé dans cette partie-là, et bon là, il faut qu'on arrive à vraiment atteindre un cap assez haut, mais il y a tout un enjeu de plaidoyer aussi. Il faut qu'on arrive à sensibiliser les politiques, à sensibiliser le plus grand nombre pour faire avancer cette idée de faire des communs. On a besoin du politique et du public pour ça. Qu'il y ait des actions qui soient faites et qu'on puisse un peu contrer tout l'autre côté, la partie plus lobbying, on va dire, qui est ultra agressive et qui ne veulent pas du bien. Et eux, ils veulent, alors pas tous, hein, je mets pas tout le monde dans le même bateau, mais en tout cas, il y a, on va dire, les capitalistes livristes, ils sont bien en place aussi, les capitalistes dans le propriétaire. Et ils vont pas laisser faire tout ça, et donc il faut qu'on fasse corps. Et c'est ce qu'on veut proposer aussi avec la suite Coop, d'être un des véhicules de tout ça. Plus on ira loin, enfin plus on ira haut ensemble, plus on pourra être plus fort. Peut-être un élément qu'il faut notifier aussi dans notre modèle, c'est nous on a fait le choix de ne pas rémunérer les parts sociales. On est un peu dans une dynamique de non-lucrativité. On est commercial, hein, le but c'est d'être rentable évidemment, mais on rémunère pas les parts. Enfin, c'est vraiment on contribue à ce commun. Il y a des avantages fiscaux quand même qui sont intéressants. Ça peut être plus intéressant que de laisser dormir ton argent dans la banque en fait. D'autant plus qu'on va être, il y a de grandes chances qu'on soit reconnu ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, ce qui fait que tu peux avoir 25% d'exonération sur tes impôts, mais bref, ça c'est des détails. Parce que tu as quand même un petit avantage fiscal, plutôt que laisser dormir ton argent sur un compte en banque, vaut mieux le mettre dans des coopératives. Bon, on fait partie de la Supercoop, mais il y en a plein d'autres. Bertie a mentionné les licornes, avec 2O, qui est un réseau de sociétés coopératives d'intérêt collectif sur plein de domaines de la société, l'énergie, le média, voilà, plein de domaines différents, pour montrer qu'il y a un autre modèle que le capitalisme qui est possible en fait. Tous ces enjeux qui se retrouvent dans le modèle qu'on veut porter, quoi. Tu viens d'en parler, mais j'ai la dernière grande partie, j'avais appelé ça vos réflexions pour l'avenir. Je voudrais revenir 2 secondes sur ce qu'on a dit au début, parce que ça me semble, enfin, cette effervescence et tout, c'est quand même un moment assez formidable. Je suis assez content qu'on le vive un peu de notre vivant, quoi. De cette espèce de changement de paradigme de l'État qui se met à développer du logiciel 100% libre et qui va permettre de potentiellement de, comme vous le faites, mais comme d'autres vont certainement le faire, de créer un écosystème autour de ça. Et on peut dire ce qu'on veut, mais ça a quand même de l'attraction. On voit que même à l'étranger, il y a plein de gens qui regardent le truc, etc. C'est quand même un modèle assez différent et assez novateur. Comment vous viviez ça, vous, quoi? Moi, au départ, j'étais assez sceptique parce que je me suis dit, bon, ben, encore faut-il que l'État il ait les moyens de faire ça pendant longtemps. Et donc, que ça pose des problématiques de gouvernance, puisque tu peux demain avoir une autre alternance politique qui vient et qui dit votre truc c'est terminé. D'où on revient à ce qu'on parlait sur Decidim, où ils ont finalement sorti la gouvernance de la mairie de Barcelone pour la mettre ailleurs. Voilà. Quel est comment vous voyez les choses, vous, pour l'avenir? Bertie, est-ce que tu veux commencer? En fait, le sujet tes remarques sont encore d'actualité. On ne sait pas encore, enfin, on ne sait pas ce que va devenir la DINUM en 2027.
Il y a toujours ces enjeux de gouvernance. Et effectivement, il y a différents acteurs européens qui s'intéressent aux outils de la suite, mais comment est-ce qu'on les co-construit ensemble et les pérennise ensemble? Déjà, pour répondre à la première question, c'est assez excitant. C'est-à-dire qu'on vit quand même un moment où, de par les tribulations géopolitiques et surtout les influences américaines, on se dit que c'est le moment en fait et qu'on va pouvoir le faire et qu'il y a tout un espace qui nous donne de l'espoir en fait d'une certaine manière et qui rend notre action possible. Mais après, c'est bien qu'on la fasse, c'est bien qu'on puisse saisir le moment, mais c'est comment est-ce qu'on construit la suite et comment est-ce qu'on arrive à pérenniser à la fois la coopérative et à la fois les différents logiciels et comment est-ce qu'on arrive à fédérer les différents acteurs qui, pour l'instant, ne sont pas très nombreux, mais on n'en doute pas, vont tendre à grossir à la fois sur le territoire français, mais aussi européen, qui vont se saisir de ces enjeux et potentiellement de ces outils-là qui ont été développés par la DINUM. Donc, nous, on a différentes pistes. Déjà, au niveau des logiciels, c'est qu'on travaille, hein, on est déjà en lien avec Mosa Cloud, une entreprise qui est basée aux Pays-Bas, qui intègre l'ensemble des outils développés par la DINUM. Donc, on est en lien assez régulier avec eux. Avec la DINUM, on a aussi quelques échanges sur leur feuille de route. On est à peu près au courant vers là où ils vont. Mais aussi, on est en réflexion sur comment est-ce qu'on fait, on arrive peu ou prou à répliquer le modèle de Decidim, donc à le faire sortir d'une dépendance unique du service public, ouais, pour le faire sortir et permettre d'être un acteur tiers qui va tendre à protéger en fait ce qui a été construit. On est en réflexion dessus, dans le sens où on a des idées d'association avec d'autres acteurs qui intègrent ces logiciels. On a aussi potentiellement une idée dans la SIC, pourquoi pas des institutions ou des collectivités prennent part réellement à la coopérative et donc viennent à la fois pérenniser la coopérative et donc le commun. C'est quelque chose qui est ouvert aussi. On veut sortir de la dépendance du service public, mais on ne veut pas construire une dépendance via un modèle économique qui serait le nôtre, via une entreprise. Donc on ne veut pas uniquement que nous soyons propriétaires, détenteurs du code des logiciels de la suite. Donc on aimerait trouver une alternance qui permette d'imbriquer tous ces acteurs-là avec une gouvernance qui soit ouverte, une feuille de route qui soit partagée et une communauté qui soit réellement active et qui ne soit pas concentrée sur un, deux ou trois acteurs. Et on a aussi une volonté de contribuer à la fois par les développements, mais aussi financièrement à ces logiciels. Et donc, on a un objectif de contribuer via notre chiffre d'affaires, donc de reverser une partie de notre chiffre d'affaires qui est généré par les logiciels libres que l'on déploie et qu'on met à disposition directement au commun. On est aussi en train de réfléchir à comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on fait ce montage financier pour pouvoir directement rétribuer. Et comment est-ce qu'on prend la décision on flèche vers ce commun-là, enfin, est-ce que c'est vers Element, est-ce que c'est vers Christ, est-ce que c'est vers Docs, est-ce que c'est vers Visio? Donc ça, je pense pas que ce soit à nous de prendre la décision en silo, mais plus s'il y a une association, qu'on prenne la décision peut-être au sein de l'association, sinon aussi avec les sociétaires, au sein de la coopérative, mais peut-être avec d'autres acteurs si demain ils se présentent et on avance un petit peu plus sur nos réflexions. Mais peut-être que Tim, tu as envie de compléter. Enfin, déjà, ouais, j'appuie sur le truc, c'est fascinant là ce qui se passe. Enfin, moi je suis stupéfait que ça se passe dans ce gouvernement en plus. Enfin, c'est vraiment, comme je disais, un changement de paradigme majeur et comme tu redisais, ça redessine le paysage qu'on connaît du logiciel libre où soit t'as un truc 100% communautaire avec deux trois pélos là, bénévoles qui gèrent le truc et c'est fragile, soit t'as une entreprise qui drive le projet, alors t'as un bon go to market, mais tu dépends toujours de cette boîte là, quoi. Et là, t'as un truc qui change tout le paysage. Tu peux vraiment faire un commun, quoi. Enfin, moi, je suis dans ce milieu commoners depuis quelques années et on parle de ce partenariat public-privé commun. Et là, j'ai l'impression d'y toucher. Donc, moi, je suis excité. Je suis vraiment, j'ai envie d'y aller à fond. Moi, personnellement, je vis là ce qu'on est en train de faire comme moi, je le dis depuis qu'on parle de la Sup.coop. Moi, je joue ma dernière carte. Là, ça fait 10 ans. Là, il y a tout qui est vert. Let's go, on y va à fond. Je suis en train de me cramer un peu, mais après on va faire une petite pause quand même, parce que c'est fatigant tout ça. Il faut y aller. Là, on n'a plus le choix. Il faut vraiment qu'on y aille. Et c'est même pas qu'on n'a plus le choix, c'est que là, tout est bon pour y aller, quoi. C'est ultra excitant. Il y a encore plein de red flags, il y a encore plein de dangers sur le chemin. Mais je pense qu'on est suffisamment nombreux et nombreuses à avoir l'expérience et être déjà connectés entre nous dans les réseaux pour faire ça intelligemment. J'ai bon espoir aussi que dans la DINUM, tu as des personnes qui sont formidables aussi. Et de toute façon, dans le service public, tu as toujours des agents qui sont
ouais, qui ont vraiment ce truc du service public incarné. T'as des vrais libristes, t'as des vrais commoners, et je pense qu'ils vont vraiment tout faire pour que ça fonctionne et réussir à convaincre les politiques là-haut et montrer que ça fonctionne et que c'est possible. Et qu'on arrive à montrer que tout le monde peut s'intégrer à ça et que tu as un vrai enjeu économique où tout le monde va pouvoir s'y retrouver, même ceux qui sont pas sensibles à ça et qui sont plus dans des dynamiques classiques, qui vont quand même pouvoir s'appuyer sur ces outils. Et du coup, là, c'est là que l'association dont parlait Bertie peut rentrer en jeu et mettre un peu tout le monde autour de la table. Ouais, moi fasciné et j'ai envie qu'on y aille et vraiment, enfin là, faut qu'on y aille. Genre j'ai pas envie de dire c'est trop tard. Enfin, on a dépassé le point de bascule, mais c'est pas trop tard et faut qu'on y aille à fond quoi. Parce qu'en face, ouais, il déroule quoi. Donc allons-y et l'Europe s'y met. J'espère que la France avec son modèle sera un peu le porte-étendard de ce qu'on peut faire, parce qu'il y a d'autres modèles aussi qui se passent en Europe, notamment en Allemagne avec OpenDesk, qui est un modèle un peu plus classique, j'ai envie de dire, qui est valable aussi, mais et il peut y avoir des collaborations de toute façon entre les deux modèles. Ouais, allons-y, l'Europe se réveille, la France est en train de lancer un truc formidable. Il y a plus que vous, auditeurs, auditrices, à rejoindre le mouvement, quoi. Ce que je trouve formidable pour pas beaucoup regarder les informations françaises et beaucoup regarder les autres informations ailleurs, c'est de voir que les autres ailleurs regardent ça, ou même d'interviewer des gens qui sont dans d'autres pays et qui disent genre on vous envie quoi. Moi je savais déjà depuis longtemps que faire d'open source en France avec le logiciel libre c'est quand même pas mal par rapport à certains autres pays. Là c'est quand même autre chose quoi. De voir la couverture à l'étranger de ce qui se passe ici, les gens qui en parlent, etc. et tout, on se dit quand même qu'il se passe quelque chose quoi. Et moi aussi à travers le podcast ce que j'essaye de faire c'est interviewer aussi des gens qui font des communs. On en a déjà fait plusieurs. Récemment, on a fait Open Terms Archive, on a fait d'autres choses et on va continuer. C'est aussi pour montrer tout ça et essayer de les faire connaître. Enfin voilà. Ok, bon, on vit une équipe formidable, c'est un peu la conclusion. Je vais vous laisser un mot de la fin à chacun, à tous les deux, avant qu'on se quitte. On a déjà pas mal parlé. Bertie, est-ce que tu as un mot de la fin à faire passer aux auditrices et aux auditeurs du podcast Projet Libre? Merci si vous êtes restés jusque-là. Merci pour votre patience. Nous, on a vraiment envie de faire corps ensemble, donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre. Si vous avez des idées de contribution, d'amélioration, d'évolution, de quoi que ce soit, contactez-nous, rejoignez-nous, devenez sociétaire. Si vous n'avez pas les moyens, contactez-nous tout court et on trouvera une manière de faire ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est ouvert et à toutes et à tous. Et vraiment toutes et à tous, vraiment toutes, je le souligne. Ne vous bridez pas, même si vous n'êtes pas des développeurs ou développeuses, si vous ne travaillez pas dans le produit. Moi, je ne suis pas tech, encore une fois, donc il y a d'autres manières de contribuer. Nous, on est friands de faire corps ensemble. Timothée, moi, je vais placer mon petit triptyque que j'aime bien présenter, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, on entend beaucoup parler de souveraineté, d'autonomie, indépendance stratégique. Il y a beaucoup de souveraineté washing, je pense. Posez-vous les questions de est-ce que le projet est vraiment ouvert? Est-ce que c'est du vrai open source? Est-ce qu'il y a une gouvernance réellement partagée? Vous avez vos chapitres. Et quel est le modèle économique? À qui appartient l'entreprise? Est-ce que c'est pour des actionnaires? Est-ce que c'est pour le projet dans lui-même? Si vous couchez toutes les cases, je pense qu'on peut y aller. Nous, en tout cas, on essaie de porter cette idée. Et comme disait Bertie, pour moi, la SupinCoop, c'est un véhicule, c'est une espèce de boîte à sable, là, d'un sandbox, là, où chacun peut se saisir. Donc venez, c'est votre projet à vous, comme c'est le projet à nous. Et on veut vraiment co-construire ça ensemble. Et plus on sera nombreux, plus on aura d'idées différentes, plus on aura de profils différents. On insiste là-dessus, plus ce sera riche en fait. Et voilà, les signaux sont verts, allons-y, arrêtons de nous résigner, let's go quoi. C'est une très belle conclusion. Je pense qu'on aura le moment venu, les gens de la DINUM, pour venir donner aussi leur point de vue là-dessus. Je m'arrêterai, ma conclusion, c'est qu'on vit une époque formidable, j'en dirai pas plus. J'encourage tout le monde à aller suivre ce que vous faites, vous intéresser au sujet si c'est pas déjà le cas. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Bertie et Timothée d'avoir pris le temps de venir expliquer ce que vous faites. Je pense qu'on se reparlera un peu plus tard pour voir où vous en êtes, avec grand plaisir. Avec plaisir, merci à toi. Et c'est top d'avoir le temps de pouvoir discuter. Merci pour ce joli projet de Projet Libre. Ouais. Avec grand plaisir. Merci Walid. À bientôt. Vous avez écouté un épisode de Projet Libre, le podcast de linuxfr.org. La musique est composée par Clément Oudot, alias Captain, sous licence CC by SA, retrouvée sur kptn.org.
Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et nous soutenir en suivant le lien dans la description de l'épisode.